Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue en salle de trading, bienvenue sur dailyfx.fr, émission Wall Street Insider, dernier point marché de la semaine. C'est une séance importante, déjà pour tous les événements monétaires qu'on a vécu cette semaine, et notamment la nuit dernière, avec cette hausse surprise du montant d'achat d'actifs pratiqué par la Banque centrale du Japon. On va revenir d'ailleurs sur cet élément, avec un yen japonais qui est inscrit de nouveau plus bas annuel, et qui chute donc en ligne droite en direction de ses plus bas de 2007, au contraire dollar américain, lui, est toujours bien orienté. Nous avons eu en début d'après-midi les chiffres, un indicateur concernant le Canada, croissance négative en rythme mensuel du produit intérieur brut du Canada, ce qui bien crée de la pression négative sur le dollar canadien. Vous avez tous pu constater un signal d'achat qui a été donné tout à l'heure sur la paire USD-CAD qui tend vers ses récents sommets. C'est la clôture mensuelle, clôture hebdomadaire, clôture journalière. En clair, il est temps de passer en revue les chandeliers mensuels, un mois d'octobre 2014 qui restera dans les annales, car quoi qu'on en dise, certes il y a eu un rebond fulgurant, mais il y a eu aussi un choc baissier tout aussi fulgurant pour finalement terminer le mois, balle au centre. Un mois qui est donc parfaitement neutre sur les marchés actions, un pic de volatilité non confirmé, les indices clôturent plus ou moins au même niveau qu'ils étaient au début du mois, 2 semaines fortement baissières, 2 semaines fortement haussières, retour à la case départ, aucune implication particulière pour le mois de novembre qui pourra être soit baissier soit haussier. Alors, avertissement légal, négocier sur les marges, marché des devises comporte un risque. Bon, vous connaissez maintenant cet avertissement sur les risques, émission Wall Street Insider. J'ai déjà, et j'imagine que vous aussi, jeté un œil au calendrier économique de la semaine prochaine. 2 événements importants. Naturellement, la Banque Centrale Européenne qui prendra une nouvelle décision de politique monétaire jeudi 6 novembre prochain. Et enfin, vendredi 7 novembre 2014, nouveau rapport sur l'emploi aux États-Unis, le fameux rapport NFP. Alors on va faire un bilan des chandeliers mensuels sur les paires de dollars majeurs, sur les matières premières aussi. On regardera le chandelier mensuel de l'argent, de l'or, des indices boursiers naturellement, avec finalement un retour à la case départ. C'est ce que vous constaterez sur la plupart des indices boursiers. Et l'euro-dollar, c'est important car il serait en train d'enregistrer une cassure tout simplement mensuelle avec des implications tout simplement baissières. Alors, nous allons commencer par les indices boursiers. On fait un panorama des graphiques en données mensuelles et ensuite nous basculerons comme d'habitude sur les chandeliers 4 heures. Alors là, j'ai pas choisi de commencer sur les chandeliers 4 heures car on a eu, je pense, cette semaine suffisamment de points de marché liés à l'action des prix à court terme. Il est temps de prendre du recul et de préparer les futures sessions de trading, notamment celles qui auront lieu donc au mois de novembre. Alors, les chandeliers mensuels, on va tout d'abord démarrer avec celui de l'indice CAC 40. Au fond, il y a quand même une leçon de morale, je trouve, à retenir de ce mois-là. C'est qu'il ne faut pas trop tôt utiliser les graphiques mensuels. En clair, on ne peut pas, au début du mois, je dis n'importe quoi, mais disons le 10 octobre, utiliser un chandelier mensuel qui constate une cassure pour s'appuyer dessus et envisager davantage de baisse. C'est au fond ce que nous rappelle le mois d'octobre. Seul le cours de clôture compte, surtout sur les graphiques de long terme. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la représentation graphique de l'indice CAC 40 en chandelier japonais mensuel. Et donc, ce que vous pouvez constater, c'est que le pivot de long terme à 4100 points a été menacé. Si le mois s'était arrêté le 16 octobre, il y avait une cassure évidente qui permettait de viser 3571 points. Sauf que finalement, le marché revient plus ou moins à la case départ. Certes, le mois est légèrement baissier. Cependant, entre le cours d'ouverture du mois et le cours de clôture, la différence sera sensiblement moins élevée qu'elle l'était au plus bas de la séance du 16 octobre. Conséquence technique, le marché reste enfermé sur l'indice CAC 40. Et d'ailleurs, comme c'est le cas depuis le mois de novembre 2013, entre un support important à 4100 points et une résistance tout aussi importante à 4600 points. Vous êtes donc face ici à un chandelier avec une ombre basse très importante. Le marché d'ailleurs, lorsque vous étudiez l'historique passé, donc l'historique de ces chandeliers mensuels, on a déjà connu ce type de chandelier et les conséquences le mois qui a suivi étaient soit haussières soit baissières, bref aucune conséquence à en tirer, si ce n'est que nous avons eu malgré tout une forme d'alerte, un choc qui au fond nous fait quand même changer de rythme, c'est-à-dire que nous avons quand même quitté l'intervalle de complaisance qui avait cours depuis l'été 2012 et d'ailleurs l'engagement de la phase 3 du QE. Donc finalement, été 2012, été 2014, nous sommes sortis d'un cycle
pour entrer dans un nouveau, mais qui ne sera pas forcément baissier de manière hyper directionnelle, ni haussier de manière hyper directionnelle. Nous allons passer désormais lors des prochaines semaines face à des mouvements hyper contradictoires, et plus que jamais, il va être important d'intervenir en termes de stratégie de trading, et ce, quels que soient les horizons de temps, au contact des points, et uniquement les points, les niveaux techniques d'importance, les gros niveaux techniques. Le reste, eh bien, importera nettement moins. Alors, voilà finalement ce qu'on peut faire du CAC 40. Ce chandelier ici, on remarque qu'on avait eu exactement le même type de chandelier ici en mars 2011. On avait eu aussi ce chandelier à mèche basse ici en mars 2008 ou encore en juillet 2008. Bref, on a déjà eu ce type de comportement. Admettons malgré tout quand même que la mèche basse là est importante. Voilà donc le CAC 40 en données mensuelles, clôture mensuelle, réintégration. Non, en réalité, ce marché n'est jamais sorti sur la base de ce graphique de long terme, de son range 4100-4600 points. Nous verrons à l'aide des graphiques en données hebdomadaires que nous pouvons quand même cependant viser lors des prochaines séances un retour au contact des moyennes mobiles à 30 semaines. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. On a sur l'indice allemand DAX 30, en s'appuyant toujours sur ces graphiques mensuels, plus ou moins le même type de bilan. C'est un mois pour rien, puisque sur le DAX, alors là on peut presque avoir sur le DAX un cours d'ouverture du mois égal au cours de clôture, retour à la case départ, 2 semaines puissamment baissières, neutralisées par 2 semaines puissamment haussières, pour un choc de volatilité que l'on retrouve sur le chandelier mensuel de l'indice qui mesure la volatilité implicite du marché action américain, le VIX. C'est ce que nous allons étudier juste après le graphique du DAX. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est donc les chandeliers mensuels du DAX 30. Tout de même, je me souviens, et souvenons-nous tous d'ailleurs, des plus hauts de l'année 2000, des plus hauts de l'année 2007. Le marché n'a pas réellement fait une touchette, c'était 8150. Il est venu s'appuyer sur un niveau ici à 8380 points. Bon voilà. C'est quand même, on est revenu chercher cette zone-là. Cependant, toujours au vu du momentum, je n'en déduis pas que le mois de novembre va se traduire par une envolée des cours, et encore moins le mois de décembre. Nous rentrons dans une période désormais incertaine sur ces graphiques de long terme. Par contre, on peut malgré tout là aussi viser un retour au contact des moyennes mobiles à 30 semaines, et c'est ce dont je vais vous parler juste après. Donc, voilà ce que l'on peut en déduire ici de ces chandeliers mensuels. Lorsque j'étudie maintenant le même type de représentation graphique sur l'indice S&P 500, alors là c'est un autre marché, et finalement le SP500 nous a rarement fait ce type de chandelier lorsqu'on explore les 20 dernières années d'historique de cours. Donc c'est quand même un mois très particulier, d'autant plus que c'est le mois qui signe la fin des achats d'actifs de la Fed, ce qui prouve que le marché pour l'instant pense que l'économie US a fait son retour en autonomie. Dans tous les cas, ce marché action réagit dans la partie basse d'un canal en place depuis octobre 2011. D'ailleurs, la réaction ne s'est pas fait attendre, on a fait une touchette, c'est reparti. La partie haute maintenant, elle passe à 2060 points. Alors, si nous avons ce soir une cassure technique, comme cela semble être le cas, les 2060 points peuvent être la prochaine cible haussière sur l'indice S&P 500 ici en données mensuelles. Et maintenant je me suis tourné vers l'indice dit de la peur, en tout cas celui qui mesure la volatilité implicite du marché action américain. Alors tout ça c'est simplement dû, en fait on observe la façon dont se négocient les options d'achat et de vente de l'indice S&P 500, mais surtout quels sont les types d'options négociées. On se concentre notamment sur le strike, et si les strikes négociés s'élargissent, cela signifie que le marché anticipe tout simplement une augmentation à terme de la volatilité que réalisera ce marché. Là aussi, un mois pour rien. Alors là, la vol nous a déjà habitués à ce type de chandelier mensuel. Cependant, ce qui était là intéressant, c'est que nous avons tenté, et c'était ce qui avait cours au milieu du mois d'octobre, de basculer dans un nouvel intervalle. Vous avez ici sur l'indice VIX de la volatilité implicite une présentation graphique depuis 20 ans. Ce que vous constatez, c'est qu'il existe un intervalle de complaisance qui existe ici entre 9 et le niveau des 22. Nous avons ici un intervalle de marché baissier et un intervalle de crack. Bonne nouvelle du point de vue de la tendance de fond, la clôture mensuelle se fait en plein milieu de l'intervalle de complaisance. Donc, nous ne sommes pas dans un marché baissier et c'est en effet le signal que donnent les chandeliers mensuels. Pour autant,
pour autant, nous n'avons pas mécaniquement repris ce rythme qui avait cours ici sur la vol impli depuis l'été 2012. Je pense qu'il s'agit d'un mois de rupture qui appelle lors des prochains mois un nouveau type de marché, mais qui ne sera ni directionnel en mode hausse ligne droite, ni directionnel en mode chute en ligne droite. Donc voilà, intéressant quand même de zoomer sur ce chandelier mensuel ici de la volatilité implicite des options d'achat-vente du SP500. L'euro, dollar, les paires majeures, et bien là aussi les chandeliers mensuels sont riches d'enseignements. Et finalement, deux choses s'imposent. Déjà, moi je n'achèterai pas un 25$. Si tout de suite c'est votre question là, le marché revient tester un 25$. Moi honnêtement, c'est un couteau qui tombe, beaucoup trop risqué, ça peut être pulvérisé en ligne droite. Le marché peut tomber à un 24,50. Aucune envie de l'acheter, même si là ça doit tenir. Je n'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que reprenons tout simplement ce graphique en données mensuelles ici de l'indice CAC 40, de la paire euro-dollar, excusez-moi, toujours finalement dans cette structure idiotiste en ABC, X, AB, et nous sommes dans cette grande vague C, une vague de baisse que l'euro-dollar avait déjà connue entre décembre 2012 et juin 2010, ou encore entre mai 2011 et ici juillet 2012. Et donc mécaniquement, je vous rappelle l'importance de cet intervalle qui passe entre 1,20 et 1,25$, intervalle à l'intérieur duquel les cours avaient construit un retournement de tendance en juin 2010 et en juillet 2012. Mais avant de construire un retournement de tendance, il va falloir pénétrer cet intervalle. Et c'est actuellement ce à quoi nous assistons. L'euro-dollar est en train, tout simplement, d'une part, de valider la cassure mensuelle ici des 1,2750$, et finalement il a fait simplement un pullback, mais d'autre part, ce marché s'apprête à casser les 1,25$ sur la base d'une clôture à la fois journalière, hebdomadaire et mensuelle, donnant pour la fin de l'année ce fameux objectif de cours que nous évoquons au sein de notre recherche depuis le printemps dernier à 1,20$. Donc clairement, et bien voilà, c'est cette tendance qui a démarré au printemps dernier sur la paire euro-dollar, et bien ici qui est entretenue. Je continue sur les chandeliers mensuels des paires majeures, et clairement il va falloir continuer à vendre euro-dollar au contact de résistance. Il y a finalement deux choses qui s'imposent, toujours dans ce thème de la divergence des politiques monétaires, thème que nous défendons ardemment depuis plusieurs mois. Et nous vous avions proposé dans notre dernière note trimestrielle un tableau venant justement croiser ces perspectives de politique monétaire, à savoir celles aux perspectives de resserrement et celles aux perspectives plus accommodantes. Et ce qui mécaniquement, sans utiliser les graphiques, mais simplement sur la base de politique monétaire comparative, en fait sur des éléments fondamentaux, donne des stratégies de trading de moyen long terme. Et forcément, lorsque vous croisez la monnaie la plus forte du marché d'échange, le dollar américain, avec la monnaie la plus faible du marché d'échange, le yen japonais, mécaniquement vous retrouvez cela à travers cette tendance haussière, sans peur et sans reproche, de la paire USD-Yen. L'USD-Yen au mois de septembre 2014 avait déjà donné un signal d'achat majeur qui constituait en la cassure des 105,50. Eh bien c'est juste parfait, regardez ce chandelier mensuel de l'USD-Yen, il a tout simplement fait un pullback mensuel sur les 105,50 et ça relance. Et attention, sur la base d'une clôture mensuelle, l'USD-Yen est en train de casser à la hausse la ligne de tendance baissière en place depuis août 1998. En clair, tous les replis sur support sont à acheter, en premier lieu, si ce marché vous donne la chance, ce qui n'est absolument pas garanti, d'un mouvement de retour, de pullback, sur le désormais support majeur à 110 yens. Ici donc sur la paire USD-Yen. Donc à terme, c'est quoi les perspectives? C'est de monter à 125, tout simplement. Les perspectives maintenant, toujours en m'appuyant sur ces graphiques de long terme, il n'y a aucune résistance digne de ce nom avant les 125 yens, ici, sur la paire USD-Yen. Donc le moindre pullback sur 110, c'est achat fort, sans se poser de questions. L'USD-Yen et l'euro-dollar ont donc des chandeliers mensuels tout à fait intéressants. Qu'en est-il du GBP-USD en données mensuelles? Eh bien là aussi, attention au GBP-USD en données mensuelles. Ce marché avait au mois de septembre 2014 bien réagi ici sur cette oblique de résistance. Eh bien le GBP-USD s'apprête à casser tout simplement cette ancienne oblique de soutien sur la base d'une clôture mensuelle. Il existe certes ici un support mensuel à 1,5859, mais cependant, eh bien, elle aussi peut désormais, lors des prochaines semaines, bien, tout simplement, à terme, se replier en direction des 1,51. Alors là où je serais quand même nettement plus prudent sur le GBP-USD, c'est que je vous rappelle que la livre sterling partage
avec le dollar américain le statut de devise forte sur le marché d'échange, et d'autre part il existe un pivot horizontal de long terme qui se situe à 1,5750. Somme toute, je pense que si ce marché va tester le support des 1,5750 au mois de novembre, il sera acheté. Donc, je pense que l'eurodoll, bien sûr, engage une nouvelle cible pour la fin de l'année à 1,20$. Quant au GBP USD, ce n'est probablement pas les 1,50 qu'il faut viser, mais davantage les 1,5750$. Là, je m'appuie sur des charts mensuels. La clôture mensuelle, c'est bien sûr ce soir, la clôture définitive, mais d'ores et déjà, j'attire votre attention sur un certain nombre de choses qu'il faut surveiller. Et puis, bien sûr, ce soir, vous pourrez faire ce travail de panorama de toutes ces clôtures mensuelles. GBP USD, euro-dollar, USD yen. Maintenant, qu'en est-il de l'AUD USD en données mensuelles? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors déjà, sur la base d'une clôture hebdomadaire, on ne peut pas en déduire de nombreuses choses. Finalement, l'AUD USD reste dans son espèce de range. Que peut-on déduire du chandelier mensuel de l'AUD USD? Rien. Rien du tout. C'était presque même une forme de toupie mensuelle. Alors une toupie c'est quoi? C'est un chandelier japonais avec une amplitude de corps, donc la différence entre ouverture et clôture très réduite, alors que les ombres hautes et basses, elles, sont d'une taille nettement supérieure. Donc c'est la volatilité haute et la volatilité basse en clair, le plus bas et le plus haut réalisé sur l'ensemble du mois. Le chandelier mensuel de l'AUD-USD ne donne pas en soi de signal particulier, puisqu'il définit justement ce fameux range compris entre 0,8660 et les 0,89. Venons-en maintenant à notre cher USD CAD. USD CAD qui relance, alors on va voir sur des graphiques en données 4 heures, c'était assez sympathique. Maintenant, qu'en est-il du chandelier mensuel justement de l'USD CAD? Eh bien, écoutez, en m'appuyant ici sur la clôture mensuelle, c'est tout simplement un mois qui confirme la cassure des 1,11-20$ canadiens. Les 1,11-20$ canadiens avaient été cassés sur la base du cours de clôture mensuel de septembre 2014. Octobre 2014 se traduit finalement par un simple mouvement de retour, alors pullback, c'est le mot que vous retrouvez en anglais, sur ce support des 11,20$. Et donc finalement nous pouvons là aussi nous attendre au mois de novembre à une nouvelle avancée de l'USD CAD, en direction d'objectifs d'ailleurs évoqués par mon collègue analyste Adrien Drébon. Mais je pense que la résistance la plus évidente maintenant, eh bien, ce sont tout simplement l'objectif des 1,16$ canadiens ici sur la paire de devises USD CAD. USD yen, USD CAD, euro-doll, bref, c'est probablement une des nouveautés mensuelles, le basculement en cours de l'euro-dollar dans un nouveau range. Et ce qui est certain, c'est que désormais les 1,2750 font office de résistance majeure pour ce marché de l'euro-dollar. En clair, oubliez les 1,30$ pour le mois de novembre. La probabilité est nettement plus importante que ce marché vienne travailler cet intervalle compris entre 1,20 et 1,25$. Alors je pense qu'on prendra le temps après de construire quelque chose dans cet intervalle compris entre 1,20 et 1,25$, sachant que précédemment, eh bien, on constate par exemple ici que nous y avions passé 3 mois. Alors là, on avait eu simplement une incursion d'un mois. Bon, en tout cas, on peut s'attendre à ce que ce marché y entre et il reste un certain nombre de semaines, peut-être pour essayer de construire une figure de stabilisation ou d'inversion, mais rien ne le garantit. En tout cas, 1,20 reste, 1,2050, un objectif de cours annoncé et toujours défendu pour la fin de l'année. Alors, ce sont les seuls graphiques mensuels que je souhaitais vous montrer. Cependant, je vais malgré tout vous parler du Nikkei 225. Alors, le Nikkei 225, vous avez un beau papier sur le site, coécrit avec Romain Cap, qui revient notamment sur cette stratégie qu'il vous a proposée sur le yen, sur le Nikkei, qui sort donc par le haut d'un puissant triangle. Je vous rappelle quels sont les éléments à retenir. Nous avons deux choses à retenir en ce qui concerne le Japon, et en ce moment j'en profite pour basculer sur les graphiques intraday. Alors d'abord, quelles sont les deux choses à retenir pour le Japon? Tout d'abord, le méga fonds de pension japonais, donc le GPIF, c'est un fonds de pension souverain qui gère 1200 milliards de dollars d'actifs sous gestion, pourrait conditionnel, se renforcer en actions. C'est-à-dire qu'actuellement, la part des actions japonaises et internationales représente respectivement 12% et 12%. Ces deux parts pourraient passer à 25% chacune. En clair, nous avons là un achat direct d'actions par ce fonds de pension japonais.
D'autre part, la Banque centrale du Japon augmente la taille de son programme de rachat d'actifs. Précédemment de 60 trillions de yens, il passe désormais à 80 trillions de yens, ce qui signifie 80 000 milliards de yens. 80 000 milliards de yens, cela signifie à peu près 720 milliards de dollars par an. Donc 720 milliards de dollars par an, rappelez-vous quel a été le montant maximal atteint par les achats d'actifs de la Fed, nous étions plus ou moins sur les mêmes montants. En clair, le programme d'achat d'actifs de la Banque centrale du Japon égale maintenant en valeur monétaire le plus haut atteint par le programme d'achat d'actifs anciennement pratiqué par la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, de là à dire que la Banque centrale du Japon se substitue à la Réserve fédérale des États-Unis, il ne faut pas non plus trop s'avancer. Cependant, c'est vrai que pendant longtemps, on a cru que ce serait le rôle de la Banque centrale européenne de se substituer à la Réserve fédérale des États-Unis. Le Japon cherche à jouer ce rôle ici, en tout cas la Banque centrale du Japon de M. Koruda. Voilà donc quelles sont les informations à retenir. Maintenant, je vais évoquer tout à l'heure un certain nombre d'objectifs de cours sur les marchés actions européens. Je pense que ces objectifs de cours peuvent être atteints au mois de novembre. J'ai évoqué l'importance du positionnement des cours vis-à-vis des moyennes mobiles à 30 semaines, citées et très souvent utilisées par l'analyste trader Stanley Weinstein, qui les utilise pour statuer sur la tendance de fond des marchés. Ce que nous avons connu ici au mois de septembre et au mois d'octobre, c'est un basculement des cours sous cette MM 30 semaines. Nous avons eu le même cas de figure à Wall Street. Les marchés actions américains ont déjà repris, voire même dépassé, ces MM 30 semaines. En m'appuyant donc sur ce qu'ont fait les marchés actions américains, je pense que nous pouvons utiliser ces MM moyennes mobiles simples ou arithmétiques à 30 semaines sur les indices européens pour déterminer des objectifs de cours du mois de novembre. En clair, cela donne 4350 sur le CAC 40, 9500 sur le DAX 30 ou encore 3170 sur l'indice Eurostoxx 50. Alors voici quels étaient les graphiques de long terme que je souhaitais vous montrer. Maintenant nous allons basculer sur un tour d'horizon des graphiques en données 4 heures pour se concentrer sur le court terme et peut-être déjà identifier à un stade précoce les bons points d'intervention qui pourront être utilisés dès le début de la semaine prochaine, donc dans le cadre de stratégies de trading. Alors, on va évoquer un certain nombre de marchés, USD Yen, AUD-USD, Euro CHF, Euro CAD, Euro USD, Euro NZD, Euro Yen, USD CAD. Bon, voilà, un tour d'horizon de ces paires de devises. Mais commençons par le commencement, le CAC 40. Alors le CAC 40, voici comment je décrivais les choses ces dernières séances. Nous avons une jambe de reprise tout à fait impulsive qui a existé entre le 16 octobre et le 24 octobre. Les cours ont ensuite cassé cette ligne de tendance, ici. Pour ne pas laisser la place à une reprise de la baisse, mais à un marché de range. Le CAC, en effet, mais ainsi que le DAX ou encore l'Eurostoxx 50, définissait ici un range, compris entre 4060 points et 4150 points, un ratio de retracement important, standard, 50% de retracement de cette phase de baisse, qui a eu lieu entre le 19 septembre et le 16 octobre. Propulsé par l'engouement acheteur sur les actions japonaises, par le fait que le fonds de pension japonais qui pèse quand même 1200 milliards de dollars souhaite acheter d'une part des actions japonaises, mais d'autre part des actions étrangères, eh bien tous les marchés actions internationaux ont bien réagi. CAC 40 donne donc un signal d'achat en franchissant la résistance à 4150 points, qui fait désormais office de support, et j'imagine qu'un mouvement de retour sur ce support sera acheté par le marché. Donc il s'agit en tout cas, dans le cadre d'une stratégie d'achat sur repli, du meilleur support horizontal. Il existe en réalité un peu au-dessus un niveau ici à 4170, donc voilà, ça peut être ici un achat sur pullback à envisager. Et donc 4340 c'est quoi? Eh bien c'est la moyenne mobile à 30 semaines et c'est ce niveau horizontal ici qu'on retrouve en données 4 heures. Cela peut être un objectif désormais tant que le marché se situera au-dessus des 4150. Alors si le marché y retombe, ici on peut envisager un achat sur 4150, stop sous les 4100 pour viser 4340. Typiquement le genre de stratégie qui pourra être mise à profit la semaine prochaine. Le DAX, c'est la même chose. Ce marché évoluait donc dans un range. Il en sort par le haut. C'était un range même légèrement ascendant. Signal d'achat donné par la cassure des 50% de retracement à 9120 points. Désormais office de résistance. Vous retrouvez ici avec ces 9400 points l'endroit où passe justement la moyenne mobile à 30 semaines. L'indice Eurostoxx 50
avec cette cible ici à 3160 points, qui correspond donc à un test de la moyenne mobile à 30 semaines. Comme son nom l'indique, les moyennes mobiles sont mobiles. Attention, ce soir, vous allez avoir un nouvel incrément concernant justement ces MM hebdomadaires. Donc il va falloir, là aussi, à la clôture des marchés, eh bien, regarder quelle est la valeur de ces moyennes mobiles de long terme. En tout cas, désormais 9120 points support sur le DAX, 3050 support sur l'Eurostoxx 50 et 4150 points support sur notre indice CAC 40. Les marchés actions US ont été portés depuis cette séance du 23 octobre par la validation de puissantes structures d'inversion de tendance en V-bottom. V-bottom est une structure impulsive que l'on voit forcément après coup, qui donne rarement un pullback. Cependant, cette fois-ci, ça a été le cas. Nous avons eu ici, lors de la séance du 22 octobre, un pullback sur ce qui était la ligne de coup d'une formation en V-bottom, ici, sur l'indice S&P 500. Ligne de coup qui se situait à 1925 points. Le marché action avait à ce moment-là comme objectif de cours de revenir au contact de ces sommets historiques. C'est désormais chose faite. Et donc en réalité aujourd'hui, les marchés actions américains ne donnent pas de nouveaux signaux d'achat. Simplement, ils atteignent les objectifs de cours théoriques des formations en V-bottom. En tout cas, le SP500 teste désormais 2022 points, un niveau et qu'il sera important de surveiller ce soir. C'est-à-dire que ce soir, nous avons une clôture mensuelle, en clair, et weekly aussi forcément. Si ce soir le SP500 reste sous les 2022 points en clôture mensuelle ou en clôture hebdo, il n'aura pas enregistré de cassure haussière. D'accord ? C'est pourquoi j'expliquais tout à l'heure, et dans un papier d'ailleurs que j'ai pris le temps de rédiger sur le site, mais finalement que je viens de vous décrire à voix haute, balle au centre, retour à la case départ. Donc là aussi c'est très important et ça fait partie des clôtures mensuelles à surveiller. Alors ce qu'on peut appliquer ici sur l'indice S&P 500, c'est aussi quelque chose qui est parfaitement existant ici sur l'indice Dow Jones, puis nous jetterons un œil au marché technologique américain en étudiant l'indice Nasdaq 100. Là aussi, l'indice Dow Jones teste ses sommets historiques, niveau qui passe exactement à 17 362 points. Là aussi, la clôture mensuelle, la clôture hebdomadaire sera très importante pour envisager la suite des événements. Choc baissier, reprise fulgurante, de nouvelles perspectives nous attendent au mois de novembre, elles restent parfaitement incertaines. Alors on va continuer et conclure d'ailleurs sur certains de ces graphiques intraday avant que je puisse répondre à vos questions en étudiant tous les autres marchés, notamment le FX, on passe quand même en revue sur Nasdaq 100 ainsi que les matières premières. Alors Nasdaq 100 n'inscrit pas de nouveaux sommets historiques, étant donné que ces sommets historiques ont été inscrits au plus haut de la bulle spéculative des valeurs de l'Internet. Nous étions en 2000. Cependant, le signal est donné sur la base ici d'une clôture 4 heures sur le Nasdaq 100, puisque le Nasdaq 100 ici inscrit tout simplement de nouveaux sommets. Alors, on sera vite fixé, mais clairement, nous avons ici un support à 4125 qui peut être acheté par le marché ici sur le Nasdaq 100, sur la base de cette clôture ici, en données 4 heures. Alors si d'ailleurs je le regarde en données journalières sur le Nasdaq 100, c'est vrai qu'on peut regarder aussi là. Alors c'est vrai que là la cassure jour, bon bah elle est nette. J'ai presque envie de dire que maintenant un pullback sur 4110 ça se paye sur le Nasdaq 100. Et d'ailleurs on va quand même regarder son chart mensuel. Ah ouais, alors là c'est un... Bon bah voilà, la prochaine résistance mensuelle c'est 4385. 4385 sur le Nasdaq 100. Moi limite maintenant je suis là, bon. Et donc en fait, voilà. Je pense qu'un, alors ce ne sera pas forcément 4125, mais un petit 4100. Une forme de pullback sur 4100. Peut-être assez rapidement acheté ici par le marché pour envisager derrière les 4380. À confirmer, en tout cas, ce soir, tous à votre chart weekly mensuel de ce marché, qui bien, forcément, lui est en avance généralement sur les marchés standards que sont Dow Jones et SP500. Donc au fond, je pense que viser cette cible que je viens de vous indiquer sur le Nasdaq 100 ou encore les moyennes mobiles à 30 semaines sur les marchés actions européens sont des cibles intéressantes, je dirais, pour la première quinzaine du mois de novembre. Alors sur les charts H4, quelles sont les stratégies? Qu'est-ce qu'on peut envisager? Nous avons un point qui réagit parfaitement bien, que je vous ai indiqué hier dans Avis d'analyste,
avec une stratégie recommandée d'achat sur le support des 1,5960 sur l'euro NZD. L'euro NZD a testé ce matin, il est passé 3 pips en dessous et il a réagi 1,5960. Il s'agit de cette ligne de tendance haussière en place depuis le mois de septembre 2014. Belle réaction ici de l'euro NZD. Vous aviez connaissance du point, vous êtes peut-être dans le marché. Vous n'aviez pas connaissance du point, vous n'êtes pas dans le marché. Il ne faut pas rentrer maintenant. Alors, tour d'horizon des graphiques en données 4 heures qui m'intéressent. Parmi les points à surveiller, à avoir d'ores et déjà en tête, je m'intéresse à ce retour du marché sur ce support à 1,40 sur le dollar canadien. Intéressant de constater que les chiffres canadiens ont déçu, avec une croissance mensuelle négative en début d'après-midi du produit intérieur brut du Canada. Et donc une cassure haussière sur l'USD CAD, qui réalise en fait un pullback mensuel sur 1,1120. Donnant finalement, ouvrant cette fameuse cible qu'évoquait notre analyste Adrian à 1,16, peut être atteint d'ici la fin de l'année. Et donc au fond, eh bien, je pense que si l'EuroCAD refait une touchette à 1,40, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour juste le principe du premier test. Donc, si vous avez de quoi noter, ou si vous le connaissez déjà, en tout cas si vous avez un chart, il est temps d'indiquer ce niveau ici sur l'EuroCAD. Alors, ensuite, dans les autres paires alternatives, je m'intéresse d'ores et déjà à ce qui pourrait être lors des prochaines séances un phénomène de pullback sur les paires en yens. C'est-à-dire que le pullback c'est quoi? On casse une résistance, elle change de statut, passe du statut de résistance à statut de support. Et le principe c'est d'acheter le premier test d'un mouvement de retour. Pas le second, j'aime moins, et encore moins le troisième, et jamais le quatrième. Et ça c'est ce qui s'est passé sur l'once d'or. L'once d'or, on en parlera, quatrième test des plus bas annuels à 1180$. Eh bien, fallait pas l'acheter. Alors l'euro-yen et l'USD-yen, quels seraient les phénomènes de pullback? Je vois deux possibilités et je m'intéresserai qu'au niveau horizontaux, là aussi c'est assez limpide. L'euro-yen, la cassure haussière qu'il a fait, c'est le niveau des 137,90, donc un pullback sur 137,90, uniquement le premier test. En ce qui me concerne, je pense que ça peut être un bon point. En clair, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en intraday, ces paires sont désormais sous résistance. Et c'est désormais ici aussi ce que j'ai noté sur la paire USD-Yen, alors qui est dans une situation un peu différente, car nous avons un mouvement d'achat de fonds sur le dollar américain. Cependant, en étudiant le rythme de marché, eh bien, je constate que ce qu'a fait l'USD-Yen au mois de novembre, c'est un pullback sur 105,50, qui était le niveau horizontal un peu de référence. Désormais, le nouveau niveau horizontal, c'est 110. Alors je surveille deux choses. D'une part, eh bien, lors des prochaines semaines, un éventuel mouvement de retour au contact de ces 110, et je pense que le premier test sera acheté, pas forcément le deuxième, pas forcément le troisième, et le quatrième jamais, mais en tout cas, dans le cadre d'un premier test et d'une réaction initiale d'une centaine de pips, voilà un niveau qu'il faut d'ores et déjà avoir en tête, comme les 1,40$ canadiens sur la paire EuroCAD. Donc à garder en tête lors des prochaines semaines, et bien sûr un niveau indiqué sur vos graphiques. L'USD-Yen est sorti par le haut aussi de ce canal de hausse, alors il va peut-être falloir aussi surveiller l'ancienne partie haute en fonction de l'avancement de l'axe du temps, donc l'axe des abscisses. Plus on va se déplacer dans le temps, plus en fait cet ancien canal ici pourra finalement servir de support. Donc c'est pas évident qu'on revienne pile poil tester les 110 yens. La UD-USD était une stratégie d'Apex. Alors l'Apex c'est quoi? J'ai eu une question marrante sur Twitter. Quelqu'un m'a demandé mais qu'est-ce que c'est comme indicateur économique? Alors en fait c'est juste un terme chartiste qui correspond au point de convergence de deux lignes obliques. Et donc lorsque vous avez par exemple ici une configuration triangulaire, l'Apex c'est ce point là. D'accord, vous avez cette ligne de tendance baissière, cette ligne de tendance haussière. Et en fait, l'idée, c'est de tracer une horizontale qui passe par ce point. Et c'était 0,8757. Hier, le marché a fait au plus bas 0,8755 avant de rebondir de 100 pips. Donc, ça, c'était un trading intéressant. Et la UD-USD, c'est ce que nous avons vu sur la base du chandelier mensuel, ne donne aucun signal au mois d'octobre 2014. Avec une toupie mensuelle, un micro-corps, et donc mèche haute, mèche basse, 0,8660, 0,89. Cependant, il y a plusieurs principes en stratégie de trading. Moi je retiens le principe du premier test. Alors on a déjà eu le premier test de l'Apex, ça m'intéressait. Le second test, pourquoi pas, mais un peu moins.
Le troisième, pourquoi pas, mais encore un peu moins fort. Et alors le quatrième, jamais. Donc, peut-être que si ce marché reteste 0,8755, qu'il pourrait à nouveau réagir favorablement. Tout est question de probabilité de money management. Le money management ne change pas, c'est-à-dire que le stop il est placé sous support. La probabilité, elle, est moindre, parce que le marché revient pour la seconde fois au contact de ce niveau. Alors, notre euro-dollar, alors en données 4 heures, alors l'USD CAD et l'euro-dollar. Alors l'USD CAD, je parle un peu de l'USD CAD parce que nous avons dans nos émissions de trading un certain nombre d'auditeurs qui nous suivent depuis justement le Canada. Alors, ce que m'indique le chandelier mensuel de l'USD CAD, c'est que ce marché a simplement réalisé un pullback sur 1,1120. Je suis extrêmement déçu. 1,1120, c'était là. Le pullback, c'était le 29. Et ça, c'est une ligne de tendance qu'Adrien Raymond, mon collègue, m'a indiqué, mais après coup. C'est-à-dire que lui, il l'avait, moi je ne l'avais pas, j'avais un 10,80. Et voilà, et je comprends pourquoi on a tenu un 11,1. Après, on pouvait le comprendre aussi en étudiant les graphiques mensuels. Donc en clair, sur la base d'un chart mensuel, le marché a fait un pullback sur 1,11,1, appelant au mois de novembre à de nouveaux plus hauts. Quel est le dernier signal qui a été donné? Eh bien, c'est la cassure de cette oblique ici. Ici donc sur l'USD CAD. Cependant, malheureusement, le timing c'était ce pullback ici sur les 1,11,20. Alors maintenant, on peut éventuellement surveiller un mouvement de retour, un nouveau test de cette oblique, mais je ne suis pas certain que le marché y retourne. Je pense aussi qu'on peut désormais utiliser peut-être cette ligne là, alors au fond maintenant, tant que on tient finalement les 1,11,85. 1,11,85, ce niveau horizontal, de toute façon on peut s'attendre à un nouveau test la semaine prochaine par exemple de ces 1,13,75. Car je vais en fait essayer d'accompagner ce mouvement. On est probablement sorti de cette espèce de structure en wedge. Et donc l'objectif c'est voilà, c'est de revenir ici quoi. De revenir ici chercher ces 1,13,80 ici sur le dollar canadien. Il y a de la place sur le momentum. Et l'euro-dollar. Eh bien, où en est la paire euro-dollar? J'avais un graphique 4 heures qui est ici. J'ai un graphique de l'USD-CHF qui est ici. Donc, ce que vous avez retenu, c'est qu'en clôture mensuelle, l'euro-dollar a simplement fait un pullback à 1,2750 qui était une résistance mensuelle. Donc désormais, la probabilité de rejoindre plus que jamais d'ici la fin de l'année les 1,20, l'intervalle 1,20-1,25 $ étant un intervalle précédemment où le marché a pris plusieurs semaines pour construire des retournements de tendance. Mais dans un premier temps, nous allons pénétrer cet intervalle. En clair, le marché là semble réagir sur 1,25 $. En ce qui me concerne, je n'irai pas. Et je n'ai pas envie de l'acheter, ce que je disais d'ailleurs avant. Et d'ailleurs, le marché il a fait un plus bas à 1,2485 et peut-être que certains qui ont voulu l'acheter, je ne sais pas quel était le niveau des stocks, mais il y a peut-être déjà eu des gens qui se sont fait sortir. En clair, le risque au mois de novembre est tout simplement à une baisse de la paire euro-dollar en direction des niveaux de support alors qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Je vais d'ailleurs aller les chercher en m'appuyant sur un graphique en données journalières. Donc laissons ce graphique se charger. Qu'est-ce qui me fait dire aussi que l'euro-dollar pourrait d'ailleurs dès ce soir casser les 1,25? Il y a encore un potentiel d'appréciation sur l'USD-CHF, donc mécaniquement, si l'USD-CHF va chercher ses récents sommets, ça signifie qu'eurodoll peut tomber à 24,50. Alors, hop, l'eurodoll. Et puis bon, voilà, de toute façon, sur le RSI Daily, ça tombe quoi. Ça tombe. Alors, quels sont les supports ou des objectifs de cours, hein, peut-être, il faut mieux parler comme ça, pour le mois de novembre. C'est tout simple. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur l'intervalle de temps juillet 2012, août 2012. Voilà, en gros l'été 2012. C'est la dernière période de temps, il y a 2 ans, où l'euro-dollar travaillait cette zone de prix. Et donc, quels étaient les niveaux horizontaux à l'époque? 1,2450. Donc 1,2450. Ensuite, nous avions 1,2240. Ensuite, nous avions 1,2133.
et 1,2370. Voilà. Donc voilà, ça ce sont les niveaux à surveiller pour la semaine prochaine. Ce sont des objectifs de cours, un 24,50, un 23,85, un 22,40, un 21,30 et un 20,40. Voilà, tout simplement des niveaux de prix horizontaux. Alors maintenant, on va revenir sur l'historique récent ici en cours de clôture. Moi j'utiliserai aussi ce canal ici sur l'eurodoll. Donc, alors après, il y aura ce qu'on appelle le rythme de marché. C'est-à-dire que alors pour le bas de canal ici c'est un 24,10. Voilà, donc quels sont les niveaux que je surveillerai et que je pense qu'on peut viser désormais tant que ce marché se maintient sous cette nouvelle résistance qui se trouve ici sur les 1,26,15. Donc un nouveau test de ces 1,26,15, ça se vendra. Donc voilà, je repasse sur le chart en données 4 heures et puis je vais répondre à vos questions. Et puis mettre en avant les graphiques donc, que vous nous proposez. Donc euro yen 138, un USD yen 110, 110,50, ce sont des choses à surveiller. Alors, et l'USD CHF. Vous voyez, alors l'USD CHF, il est là. Donc en fait, l'USD CHF, voilà, hein, lui il va rejoindre tranquillement, c'est 0,9689, sorti par le haut de ce canal. Désormais là, maintenant on a un support. Bon, je vais même le retirer ce truc là quoi. Et donc, voilà, l'eurodoll. Et les métaux précieux et les matières premières. Alors, échec de mon scénario de marché sur le pétrole. J'envisageais ici, alors j'avais parlé d'un signal d'achat de court terme, de rebond technique pour éventuellement viser 84. Rappelons que le support majeur se trouve à 77. Mais échec tout de même de ce que j'envisageais être un simple pullback. D'ailleurs, il n'y a plus ici de ces lignes de tendance. Ce marché reste, alors, pour autant ne casse pas ne fait pas de nouveau plus bas ici. Mais voilà, il est pénalisé tout simplement par le doll US. Alors voilà, on n'a pas fait, c'était pas un pullback, on revient dans la pattern. Il y a un risque de cassure et que ça revienne chercher ici les 77,26. Succès par contre de notre stratégie sur le gaz naturel avec un article publié sur le site il y a maintenant 2 jours. Et c'est tout simplement une succession de signaux d'achat que donne ce marché. Et donc là on confirme plus ou moins nos objectifs. Je vais vous les rappeler ici en utilisant un graphique en données journalières. En fait, en données journalières, c'est intéressant parce que le gaz est en train de s'affranchir d'une oblique de tendance baissière en place depuis février 2014. Il y a de la place ici sur le momentum, d'ailleurs qui était sorti par l'eau d'un biseau comme les prix. Et donc là, on teste ce niveau des 3,95, mais la target pour j'ai envie de dire pour la semaine prochaine, c'est 4,10 quoi. 4,10 $. Et d'ailleurs, c'est quoi la tête du... alors en mensuel, ça donne rien parce que bon, on manque un peu de... Mais en hebdomadaire, dis donc, c'est intéressant. En hebdomadaire, il y avait une div d'ailleurs, hein, finalement divergence haussière hebdomadaire. Et oui, en effet, revoir les 4,10. Fait un engulfing d'ailleurs, hein, en avalement haussier, en weekly, donc c'est pas mal. Et puis surtout, on invalide la cassure des 3,70, donc en fait c'est là qu'on voit que c'est violent, c'est à dire qu'on est dans le cadre d'un contre-pied, d'un faux signal vendeur weekly, d'une sortie de biseau daily H4, bon c'est propre, on ira à 4,10. 4,10 la semaine prochaine. Alors le copper, hier j'ai produit une alerte de marché vous disant signal de vente. J'ai eu des frayeurs, mais voilà que ce marché retombe. On est sorti par le bas d'un canal, on est revenu le travailler, ça retombe. Bon, c'est certes, c'est moins un couteau qui tombe que l'or ou l'argent. Cependant, on comprend que le copper reste tout de même sous pression, sous les 3,10. S'il casse les 3,03, eh bien il se repliera en direction des 3. Donc voilà, c'est sous 3,10, ça reste vendeur. Alors maintenant, les métaux précieux et les fameux chandeliers mensuels des métaux précieux que j'ai oublié, c'est pas volontaire, mais je vais aller les chercher. Alors, c'est intéressant d'étudier notamment ce qu'a fait l'argent. L'argent qui a donné son signal de vente
le 29 octobre en sortant par le bas de cette configuration symétrique. Triangle symétrique dans une tendance baissière, donc sorti par le bas. Bon bah voilà, hein, l'objectif c'était 15, bah on y va tranquille. Maintenant je pense qu'un éventuel mouvement de retour, on a une première résistance maintenant qui se trouve à 16,65. 16,65 pour être vendu par le marché, hein, de toute façon. Et donc pour l'instant à court terme, bah voilà, hein, à court terme on est couvert pour l'instant par cette oblique ici en H4. Et pas de div, donc tant qu'on est couvert par cette oblique, ça peut tendre tranquillement vers 15. Après on va aller voir les graphiques mensuels. Quant à l'once d'or, il brise donc les 1182. 1182 ça fait désormais office de résistance, d'un signal de vente. Et si ce marché réalise un pullback, eh bien j'imagine que cela sera vendu. Les graphiques mensuels des métaux précieux, intéressants, on va les découvrir ensemble. Et ensuite, questions-réponses. Alors le temps que ça charge, hein, rappelez-vous, la semaine prochaine, il y a quand même la Banque Centrale Européenne et le rapport NFP. Vous retrouverez d'ailleurs notre analyste Romain Cap pour les émissions de l'après-midi la semaine prochaine. Alors, l'or et l'argent de les mensuels, ça tombe bien, j'avais des charts. Et donc, il s'agit d'une cassure mensuelle d'une ligne de tendance en place depuis janvier 2002. Donc, ça, c'est un fait. Ensuite, en chandelier japonais, il s'agit d'une cassure mensuelle aussi. Et en fait, la cassure mensuelle avait eu lieu en octobre. Et en fait, on a juste fait un pullback. Voilà, c'est ce que je constate. On avait déjà cassé en septembre. Et en octobre, on a fait un pullback à 1254. Donc, comme notre analyste Adrian l'a proposé, c'est 1000, mais bon, je vois quand même un niveau à 1050, 1045. Bon, enfin voilà, ça ce sont les targets pour la fin d'année. Et l'argent, lui qui était en avance, eh bien, voilà, le prochain support, il est compris entre 14,60 et c'est 15-11 dollars. Donc ça, ce seront les objectifs de cours pour le mois de novembre, avec une première résistance à 16,70 qui pourra être vendue par le marché, au même titre que si l'or vient tester les 1200. C'est pas sûr que si l'or rebondit, que 1180 piles soient vendues. Hein. On peut toujours avoir des pénétrations, donc 1200 quoi, pour vendre et viser 1050. Et enfin, le chandelier mensuel de notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, qui, eh bien, lui, confirme tout simplement le signal d'achat qui avait été donné par le chandelier mensuel du mois de septembre et qui permet de viser 11 275. 11 275 qui sera la cible du mois de novembre. Alors donc, je vois un certain nombre de questions que je ne poste pas parce que j'ai en fait déjà répondu hein, sans avoir vu votre question. Donc le ROID, les indices, tout ça nous en avons parlé, les retracements aussi. Alors une fourchette d'Andrews qui est proposée, donc permettant de viser en effet un retour sur cette MM 30 semaines sur le marché action allemand. Les MM 30 semaines, elles pourront par contre bloquer la reprise, hein, donc faut pas non plus s'enflammer quoi. Le CAC, le DAX ne sont pas le SP500 ou le Nasdaq. Alors quelle définition? Bonjour Amandine, je donne un rythme de marché. Le rythme de marché, c'est ce qui est le plus difficile à prévoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir un scénario de marché et dire l'eurodoll ira à 1,20. Le rythme de marché, c'est la façon dont il va y aller. Est-ce qu'il va faire 1,24 puis rebond ou 1,20 tomber à 1,22 puis rebondir? C'est ça. Le rythme de marché, c'est ce qu'il y a de plus incertain, quoi. Et alors, on peut faire des hypothèses, quoi. Alors, merci Gilbert. Alors la UDN, je dois admettre ne pas le suivre, mais cependant, on va quand même aller le regarder. Donc les métaux précieux, les matières premières, on a tout évoqué, je vous ai donné les détails. L'euro-yen, voilà, impeccable. Donc,
On va aller regarder la situation de la UDN. Et je vais remplacer le GBP CHF parce que bon, je ne suis pas trop. Alors, clôture mensuelle de la UDN. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, nous avons une cassure mensuelle de la résistance à 97,15. Donc, ça c'est bullish. En weekly, là on teste les 98,69. Mais je pense qu'ils seront franchis. Donc, il faut chercher à l'acheter sur support. Et voilà, moi je pense que ce sera cassé à la hausse, hein, les 98,50. Et qu'on ira rechercher 100. Ouais, on ira chercher 100. Donc pour se positionner, on a maintenant un premier support à 97,70. Écoutez, j'ai fait le tour avec vous des graphiques mensuels et j'ai appris beaucoup de choses. Ça permet d'y voir clair, comme quoi tout ce travail qu'on vient de faire ensemble, on voit que ça porte ses fruits, ça donne un peu le cadre de trading du mois prochain. Après, le timing, le money management, tout ça c'est sur des graphiques à plus court terme. Donc voilà. Et la UDNZD est une fusée, en effet. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie donc d'avoir été attentif tout au long des points de marché qu'on vous a proposés cette semaine. La semaine prochaine, 2 émissions spéciales, la Banque Centrale Européenne et le rapport NFP. En ce qui me concerne, je vous retrouve la semaine prochaine chaque matin à 9h15 pour l'émission Good Morning CAC 40. Et vous retrouverez donc notre analyste Romain Cap l'après-midi pour les émissions Wall Street Insider. Et comme chaque jour à 11h, Nicolas Chéron pour le Morning Meeting. Merci à tous, excellent week-end et à lundi.